Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui. Bienvenue dans cette matinale de Bahia, puisqu'on est à Bahia. Alors de temps en temps c'est la matinale de Rio de Janeiro, quand on est à Paraty à Rio de Janeiro, de temps en temps c'est la matinale de Bahia, et de temps en temps c'est les actualités synarchiques. Ça se balade un peu sur l'ensemble des chaînes selon les menaces de strike, et notamment celles qui sont perpétrée par le renseignement luxembourgeois. Et aujourd'hui, on va justement parler de Luxembourg en tant que laboratoire du 4e Reich, capitale de l'Union européenne et prochaine ville martyre de la 3e Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de prophéties déjà, et puis il y a un certain nombre d'indications qui nous expliquent que Luxembourg est devenue une Babylone Sodome, c'est-à-dire qu'elle est inhospitalière envers les étrangers, et dans ses tours, elle a atteint une arrogance nationaliste folle. Et d'ailleurs, à Luxembourg, on l'appelle souvent la tour de Babel, parce qu'à Luxembourg, il se parle toutes les langues de l'Union européenne, puis des langues dans le monde entier. Moi-même, en vivant à Luxembourg, je suis venu à pratiquer environ 11 langues, parce qu'on est vraiment dans la tour de Babel, et que cette tour de Babel va avoir à la fois, et cette Sodome vont avoir à la fois un châtiment par le feu, à la fois un châtiment par l'eau, c'est tout à fait prévisible et tout à fait logique, et d'autre part, Luxembourg, c'est aussi l'endroit où va naître le principal opposant à l'Antéchrist, c'est-à-dire le grand pape, le grand empereur d'Europe, qui sera très certainement maintenant, vu l'heure avancée dans le châtiment du pays, son Altesse royale, le Grand-Duc, son Altesse Grand-Ducal, le Grand-Duc Henri de Luxembourg, que je salue. Je sais que de temps en temps on lui fait des rapports sur ce que je peux dire sur Luxembourg. Je répète une fois de plus que j'aime beaucoup Luxembourg, j'y étais très heureux, même si j'ai vécu un harcèlement des milieux nationalistes. J'ai été heureux à Luxembourg, j'ai rencontré des gens merveilleux, j'aime beaucoup la culture luxembourgeoise, je parle luxembourgeois, j'ai droit à la nationalité luxembourgeoise puisque mon père adoptif est luxembourgeois. Je la demanderai sans doute en temps voulu, mais pas pour le moment. Quels sont les problèmes que j'ai rencontrés à Luxembourg ? D'abord, ils se sont comportés comme une Sodome, c'est-à-dire ils ont été inhospitaliers, et ensuite ils ont passé leur temps à essayer de me baiser. Et c'est exactement ce qui a provoqué la destruction de Sodome, et qui provoquera la destruction de Luxembourg. La Bible est claire, le Coran est clair, il faut bien accueillir les étrangers, il faut être hospitalier. Et Luxembourg ne sait pas le faire. Elle ne le sait pas faire parce que son programme de psychotronique, qui est utile, la psychotronique c'est très utile dans le cadre des enquêtes de police. Moi je ne suis pas un opposant à la psychotronique, je suis un opposant à l'utilisation de la psychotronique de façon nationaliste. Pourquoi ? Eh bien c'est ce qu'on va voir à la suite. Jerusalém é meu lugar, lá quero morar. Salva-me, não me deixes aqui. Jerusalém é meu lugar e quero caminhar. Salva-me, não me deixes aqui. Terra Santa, quero entrar, imploro, prepara-me e consigo sentir, Deus tá comigo também. Terra Santa, quero entrar, imploro, prepara-me e consigo sentir, Deus tá comigo também. Nous allons parler évidemment de la psychotronique luxembourgeoise et d'un monument de la psychotronique luxembourgeoise qui certainement est l'acte final de la psychotronique luxembourgeoise, puisqu'elle est maintenant discréditée dans le monde entier. Il faut savoir que mon affaire, l'affaire de Camille Cobert, elle a permis de se rendre compte dans le monde entier, principalement aux États-Unis et au Brésil, que les Luxembourgeois ne savent pas utiliser le matériel psychotronique et qui se sont fait un véritable quart d'heure de folie sur le modèle de l'Allemagne nazie. Alors en quoi ça consiste la psychotronique ? La psychotronique, c'est un ensemble d'appareils électromagnétiques
et d'appareils, disons, sonores qui vont permettre de vous suggestionner. Donc on augmente votre oscillation de Chandler, on la perturbe pour vous déconnecter de la nature. Ça se fait à travers votre compteur électrique, ça se fait à travers votre téléphone portable, votre télévision, votre écran. Ce qu'il faut, c'est vous déconnecter de la nature pour vous connecter à un champ électromagnétique artificiel. C'est assez facile à faire, rien que l'électricité dans votre maison, ça vous permet de vous déconnecter. Ensuite, ce qu'ils vont essayer de faire, et ce qu'ils font, c'est une guerre électromagnétique contre vous. Cette guerre électromagnétique, elle est menée par le réseau électrique de votre maison pour perturber votre oscillation de Chandler. Et puis, elle est aussi obtenue par les tours Gwen qui vont émettre des impulsions extrêmement fortes en cascade à chaque fois qu'il y a des attentats en France, aux États-Unis, qui sont organisés par le renseignement occidental pour vous terroriser et vous faire gober les guerres inutiles, désastreuses, stupides et contre-productrices du renseignement occidental. Il y a des grandes fréquences qui sont envoyées en cascade par ces tours Gwen. Il y en a en France, j'en ai identifié un certain nombre. Je veux dire qu'on a un certain nombre de personnes de la vraie résistance, pas des conspirationnistes, à savoir exactement quoi faire et comment frapper ce système pour le rendre aveugle. L'antéchrist n'a qu'un œil, ne l'oubliez pas. Son seul œil qui fonctionne, c'est l'œil des caméras et c'est l'œil électronique. Or, il est très facile de détruire dès aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Ça se ferait comme ça. Et c'est une action très rapide, coordonnée. Vous savez qu'il y a des antennes 5G qui tombent partout dans le monde. C'est pas cela dont il s'agit, même si ça fait partie du processus. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'effet de Frey ou l'effet Gavreau, c'est-à-dire qu'en utilisant des infrasons et des suprasons, on va vous suggestionner. En règle générale, après avoir détruit votre système électromagnétique naturel, ils vont vous envoyer des suggestions en cascade. Il faut 6 mois pour vous laver le cerveau et pour vous faire exactement le contraire de ce que vous faites habituellement. Si vous êtes hétérosexuel, ils vont vous rendre homosexuel. Si vous êtes un homme, ils vont vous pousser à être un transsexuel. Il faut à peu près 6 mois pour ce lavage de cerveau. Ça fonctionne très bien, ça donne les meurtres de masse, ça donne les attentats, ces islamistes radicalisés sur Internet qui vont aller faire un carton. Ça donne ces gens qui vont mettre le feu aux églises. Plus vous êtes suggestible, c'est environ 15% de la population qui est très suggestible, assez facilement. Si, comme moi, vous êtes allé voir un spectacle de Mesmer, le magnétiseur, Mesmer le magicien, l'hypnotiseur, vous avez vu comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population, c'est très simple, il y a un petit test comme ça qui permet de savoir si vous êtes très facilement suggestible. Après, le suggestionneur va vous faire tout ce qu'il veut. Alors il y a une espèce de jeu psychologique pour créer un monde, une société, et Yuval Harari, où les gens sont hackables. C'est-à-dire qu'on va vous hacker, on va rentrer dans votre âme, on va vous voler votre âme et vous faire faire ce que vous ne voudriez pas faire. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus à Saint-Pierre. Pour le moment, tu es jeune, tu mets ta ceinture et tu fais ce que tu veux et tu vas où tu veux. Un jour, un autre viendra, il te mettra une ceinture et il te mettra ta ceinture et il t'amènera où tu ne voudrais pas aller et il t'amènera à faire ce que tu ne voudrais pas faire. C'est la trahison de Pierre, les 3 trahisons de Pierre qui sont grosso modo Vatican I, Vatican II et le nouvel accord de Chrislam avec entre 3 représentants, le pape, un représentant de l'islam et un représentant du judaïsme, qui ont conclu un accord avec la Fondation Rockefeller, avec la Banque Rothschild, Gavi, la couronne britannique et donc le Vatican, et donc des juifs et des musulmans, pour créer une nouvelle religion mondiale qui serait assise sur un pass numérique, une identité numérique, le chiffre de la bête, le nombre de la bête, la reconnaissance faciale au doigt et au front, et évidemment le culte de la bête, de l'image de la bête. Et l'image de la bête, c'est l'image des médias. Et les représentations mentales que va vous donner cette fausse religion qui est une bâtardisation de toutes les religions existantes qu'on appelle le New Age. C'est l'avènement du New Age préparé par Rudolf Steiner, le théoricien du nazisme, par Blavatsky, la théoricienne du sionisme, et Alan Kardec, qui est le théoricien du spiritisme et le fondateur du mouvement New Age associé au socialisme français. On a là absolument les 3 religions du nouvel ordre mondial, le spiritisme, l'idolâtrie spirite, le culte des ancêtres et des démons, et l'idolâtrie nationale qui est liée au spiritisme et au socialisme, le culte de l'argent, du veau d'or qui est lié au protestantisme anglo-saxon, au capitalisme, aux internationales financières. Tout ça c'est lié à la City of London. On remarque d'ailleurs que
le principal lieu de pratique du New Age. Il est à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies. Il a été payé par les Rockefeller sur un terrain qui leur appartient, où a été construit l'immeuble de l'ONU. Et là, il y a une salle de méditation avec un cube carré qui représente Saturne, c'est-à-dire Satan. Et là, il est rendu un culte à Satan à travers une société qui s'appelle la Lucis Trust ou Lucifer Trust d'Alice Bailey. Elle a des antennes partout. Il y a des pratiquants d'Alice Bailey partout. Il y en a à Strasbourg, il y en a en Suisse, il y en a à Marrakech, etc. Ce sont des baïlistes, des théosophes, les gens qui sont dans cette secte satanique du nouvel ordre mondial et qui vont se comporter exactement comme les Rothschild et les Rockefeller, c'est-à-dire vous tromper en matière de santé et vous tromper en matière financière. C'est les crypto-monnaies, c'est les poudres de perlimpinpin qui sont vendues. Ça, c'est un packaging et c'est des contrefaçons, en fait, c'est des imitations plutôt complètes des Rothschild et des Rockefeller que vous allez trouver. Petit à petit, vous avez vu qui était qui, que ce soit Léo, que ce soit Silvano Trotta et d'autres ailleurs. Vous avez vu que tous ces gens-là étaient liés à la troisième vague, c'est-à-dire Rudolf Steiner. Vous avez vu notamment sur ma chaîne comment Jabulon, l'abuseur sexuel de mineurs drogués, qui joue du reggae satanique, enfin plutôt qui chante du satanisme en mode reggae, eh bien, avait pris la défense de Rudolf Steiner, bec et ongle, et puis avait repris toute l'idéologie de Rudolf Steiner. C'est celle qui est dirigée en permanence contre moi. Les Juifs inventent des prophéties, les Juifs convainquent les francs-maçons d'avoir un agenda de destruction de l'humanité. Tout ça, c'est dû aux homosexuels qui sont des gens tordus et vicieux parce que se faire sodomiser, ça fait mal. Et donc, comme ça, vouloir avoir faire mal, c'est une sorte de perversité. Et tous ces gens-là, eh bien, utilisent l'imbécilité des musulmans qui sont des gens arriérés pour, eh bien, détruire le pauvre Occident qui est tellement gentil, qui est tellement merveilleux et qui a tellement fait du bien à tout le monde. C'était tellement bien la colonie française, voilà. Et c'était tellement bien l'Allemagne nazie quand ça faisait rentrer tellement d'argent en Suisse, voilà. Et quand ça détruisait le judaïsme, surtout, d'ailleurs je rappelle que Jabulon est un juif apostat, mais il n'est pas seul, il y en a toute une kyrielle en réalité. À chaque fois que vous allez remonter les porte-paroles du New Age et du gouvernement, de la gouvernance mondiale et de ce système jésuito-illuminati, vous allez trouver des juifs apostats et vous allez, donc des khazars, et vous allez trouver des chrétiens apostats, c'est-à-dire en particulier des édomites. Donc c'est toujours les khazars et c'est toujours les édomites. Quel que soit l'individu que vous allez retracer sur l'immense scandale que devient le scandale du Covid, vous allez trouver ou des khazars qui ont apostasié le judaïsme, ou vous allez trouver des édomites qui ont apostasié le catholicisme romain. Et c'est généralisé. Prenez l'exemple de Donald Trump. Donald Trump, on nous dit qu'il a arrêté la guerre en Irak. Non, c'est Barack Obama. Il a reçu le prix Nobel de la paix pour ça. Donald Trump n'a fait qu'encaisser les bénéfices politiques. C'est un édomite pur jus d'origine autrichienne. Et c'est quelqu'un qui est complètement lié à Jeffrey Epstein, avec les réseaux pédophiles, qui est complètement lié avec le trafic de drogue et qui est impliqué dans des assassinats politiques, notamment l'assassinat par drone d'un général iranien à Bagdad même. Il a été ciblé, il a été invité à une réunion du consulat de l'ambassade des États-Unis et il a été abattu par drone en s'y rendant. Donc Donald Trump est bien entendu un pédophile, un narcotrafiquant et un assassin, c'est un édomite pur jus, mais tous les conspirationnistes vont l'adorer tout simplement parce qu'il correspond exactement à ce qu'ils sont eux. Et quand on dit pédophile, narcotrafiquant et assassin, eh bien on retrouve en réalité derrière l'assassinat le lobby militaro-industriel, derrière le narcotrafic Big Pharma, et puis évidemment derrière la pédophilie, eh bien les usuriers, les banques, et donc le système bancaire, la couronne britannique, le Vatican, et tout ce système qui est entièrement basé sur la pédophilie. On retrouve aussi les 3 interdits du bouddhisme: le mensonge, parce qu'il est interdit de mentir à ses enfants pour les abuser sexuellement, il est interdit de mentir aux gens pour les exploiter par l'usure. Le vol, il est interdit de voler la santé des gens, notamment. Il est interdit de mettre les gens dans la confusion parce que c'est le vol de la vérité. L'assassinat, c'est une forme, et le lobby militaro-industriel, c'est en réalité une violation de l'interdiction de tuer. Tu ne tueras point. Et eux, ils tuent de la manière la plus lâche possible. Ils tuent par le darwinisme social, ils tuent par l'organisation des sociétés, par le darwinisme social, ils tuent par des guerres inutiles, ils tuent à travers Big Pharma et ils tuent à travers ces policiers et ces militaires complètement corrompus et vendus au système financier, à ces guerres coloniales.
C'est exactement ce qu'on retrouve à Luxembourg. Je vous ai toujours dit, la police luxembourgeoise et l'armée luxembourgeoise et le renseignement luxembourgeois sont des menteurs pathologiques. C'est prouvé pour le SREL, c'est prouvé pour la police judiciaire et c'est prouvé pour l'armée luxembourgeoise dans mon cas, on va en parler. Ce sont des voleurs, et c'est tout à fait vrai. Le SREL a été démantelé, le service de renseignement luxembourgeois, pour être une organisation de voleurs pathologiques qui utilisaient les fonds de l'État pour aller au restaurant, se taper des putes et s'acheter des voitures. La police judiciaire de Ham volait lors des perquisitions et l'argent était distribué aux policiers. Il y avait notamment un policier gay que j'ai recruté par la suite, en tant que gay ensuite, quand il travaillait à la police criminelle, qui apportait de l'argent qui lui était donné, qui était volé dans les perquisitions et qui le donnait à une boîte gay pour la maintenir à flot. Et puis Christian Kiefer s'était acheté sa Volkswagen Golf au garage Loche avec de l'argent liquide, qui était de l'argent qui avait été volé par les policiers de la police judiciaire lors des perquisitions, en particulier dans les affaires de drogue. D'autre part, ce sont des assassins, et je vous ai prouvé que le SREL commettait des assassinats. Ils ont essayé d'assassiner Denis Robert. Ils ont assassiné Camille Colbert, les policiers de la section psychotronique, et dernièrement, c'est même l'armée luxembourgeoise qui a essayé de m'assassiner en payant le commissaire en chef de la Délégatia 42, en payant de Samuel Morel et Raymond Witowski. Chacun a touché environ 2000 € par mois, 2000 $ exactement, pour provoquer ma mort, mon incarcération ou mon assassinat. C'était au choix. Il avait été donné carte blanche pour assassiner Tréfingui. Et cette carte blanche avait été donnée par monsieur le ministre de la Défense lui-même, François Bosch, qui est un menteur pathologique, puisque en réalité, il travaille depuis sa tendre jeunesse pour le renseignement russe, pour le FSB. Et il est un agent du renseignement russe et il a livré l'intégralité des documents qui concernent la stratégie de défense de Luxembourg et qui concernent l'OTAN au Kremlin. Il est aussi un voleur pathologique. Il est impliqué dans un énorme scandale financier de rétrocommission dans le cadre du scandale Covid. On comprend mieux pourquoi les écologistes et des gens comme lui, notamment qui sont steineriens, ils ont tellement poussé les Luxembourgeois à se vacciner à Pfizer. Et je vais vous parler après de Jair Bolsonaro parce que c'est la même clique. Et ce sont des assassins. Il est parfaitement visible que cet homme est un assassin puisqu'il a autorisé mon assassinat. Donc maintenant une petite parenthèse pour vous parler de Jair Bolsonaro. Pendant la crise de Covid, c'est quelqu'un qui a dit qu'il ne croyait pas, qu'il pensait que c'était une grippe comme Donald Trump, qui ne croyait pas dans la vaccination comme Donald Trump. C'est quelqu'un qui nous a dit que la chloroquine soignerait tout et l'ivermectine comme Donald Trump. Et au final, ils ont acheté des milliards de doses de 1 milliard au Brésil, Jair Bolsonaro, des centaines de millions Donald Trump aux États-Unis, et au final de la pandémie. C'est-à-dire que quand on n'avait plus besoin des vaccins, en réalité, ils ont acheté des très grandes quantités. Ils ont interdit d'abord le vaccin indien, le vaccin chinois, le vaccin russe qui fonctionne très bien. Le vaccin ici, le Coronavac, le Sinovac et le Russovac, ils ont parfaitement protégé les populations. Ça a très très bien marché. C'est la vaccination en Russie, au Brésil, en Inde et en Chine. La vaccination, ça a très très bien fonctionné. Ça a sauvé des millions de vies. Ici, on a une surmortalité d'environ 70 000 personnes. Et Jair Bolsonaro est devant le tribunal pénal international pour crime contre l'humanité, je vous signale. Et il sera jugé. D'autre part, ce qu'on apprend en finance, c'est que Donald Trump et Jair Bolsonaro ont finalement acheté en masse du Pfizer et des vaccins ARN messagers qui continuent à poser problème. Il y a un immense scandale derrière. Est-ce que ça a été volontaire? Est-ce que ça n'a pas été volontaire? Tout ça, c'est à vous de le découvrir. Moi, je ne suis pas là pour là. Si vous allez sur notre groupe WhatsApp dédié à la vaccination et à la psychotronique, vous saurez toute la vérité, puisqu'on a toutes les données avec des gens dans le monde entier qui nous donnent toutes les données sur la vaccination. On a aussi des gens de Quinta Colonna, mais aussi des gens qui sont pour la vaccination. Moi, je veux dire que je suis pour la vaccination normale. Ça a très bien fonctionné, ça a sauvé beaucoup de vies. Par contre, je me pose beaucoup de questions sur l'ARN messager, son intention, et ce qu'il y a à l'intérieur, en particulier le graphène, les hydres et les nanoparticules. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'elles y sont vraiment? Est-ce qu'elles y sont pas? Ça, c'est à vous de vous renseigner. Est-ce que Quinta Colonna dit la vérité? Est-ce que c'est une usine à fake news du renseignement espagnol? Est-ce qu'il y a du vrai? Est-ce qu'il y a du faux? C'est à vous de trouver la vérité par vous-même en fonction de votre instrument intérieur. Jair Bolsonaro a volé environ, et son entourage ont volé 1 milliard de dollars au Brésil. Ils ont touché 200 millions de dollars de rétrocommission dans des banques du Delaware et dans des banques suisses et dans des pays arabes, des grands laboratoires pharmaceutiques nord-américains. Et donc c'est le plus grand scandale de corruption
qui a eu lieu au Brésil. Bolsonaro achève son règne, sans doute dans une fuite. Je pense qu'il va fuir pour ma part, parce que sinon il va prendre 100 ans de prison, minimum, peut-être même 1000 ans, parce qu'au Brésil on peut prendre 1000 ans de prison. La quantité de crimes qui ont été commis par Jair Bolsonaro et son réseau d'influence à travers la police et l'armée, c'est unique dans l'histoire du monde. C'est-à-dire, ils sont arrivés à faire pire que les nazis. Ce que les nazis ont fait aux juifs, ils l'ont fait aux indigènes. Ce que les nazis ont fait aux homosexuels, ils l'ont fait aux homosexuels brésiliens et aux transsexuels brésiliens. On avait un assassinat par jour d'homosexuels au Brésil sous le règne de Jair Bolsonaro. On a une explosion du narcotrafic jusqu'à des quantités de plusieurs kilos de drogue qui ont été trouvées dans l'avion présidentiel de Jair Bolsonaro, dans les avions d'accompagnement de Jair Bolsonaro. Rien qu'en Espagne, c'était 26 kilos de drogue, ce qui a donné lieu à une condamnation de 5 ans de prison ferme et de une condamnation à 2 millions d'euros d'amende contre un policier brésilien des services secrets qui accompagnait, qui était un proche de Jair Bolsonaro qui l'accompagnait. Donc s'il y avait ça dans la nourrice, c'est-à-dire l'avion du service secret, imaginez combien il y avait dans l'avion de Jair Bolsonaro lui-même. On parle de 996 kilos, c'est-à-dire une tonne de cocaïne pour une valeur, vous pouvez vous imaginer, qui est environ de 40 millions de dollars. Voilà à peu près qui il y a comme président de la République au Brésil, mais qui y a comme ministre de l'armée, de la défense à Luxembourg, qui était aussi le ministre de la sécurité intérieure. Et c'est en tant que ministre de la sécurité intérieure, en 2019, qu'il avait autorisé mon assassinat par l'armée luxembourgeoise. Donc il y avait 2 agents qui avaient été envoyés ici, des petits jeunes, puis finalement c'était les Brésiliens en fait qui les avaient fait venir, ils se posaient des questions sur moi. Et en relation avec les Américains et avec le consulat de France où j'ai eu mon entrée, eh bien ils ont compris que depuis la France et depuis Luxembourg, ce qui avait été monté contre moi, avec l'éco-village et avec l'assassinat de Camille Colbert, c'était en réalité une opération de police qui visait à protéger des policiers, des militaires et des agents secrets luxembourgeois corrompus, liés à la Russie, et qui, à l'intérieur de Luxembourg, avait un programme nationaliste qui visait à l'élimination du Grand-Duc et l'élimination de Monsieur l'archevêque, qui visait à protéger le trafic de drogue qui est organisé par l'armée et la police luxembourgeoise eux-mêmes, et qui visait à couvrir des assassinats politiques. Maintenant, je vais vous parler de Camille Colbert, ce qu'ils lui ont fait, pourquoi c'est très symbolique, sur la fin de Luxembourg. Camille Colbert, c'est un luxembourgeois pur jus, c'est un fils de paysan. Il est très chrétien, très catholique, et il est aussi très gai. Voilà. Et il est très cultivé. Camille sait à peu près tout sur le Luxembourg. C'est une culture encyclopédique. Et chez lui, un côté paysan très rusé, il est très amusant. Camille, c'est une blague à la minute. Donc, même si Camille n'était pas très beau physiquement et corporellement, il avait été très beau, il avait été joueur de football, il avait été un homme magnifique d'1m94, athlétique, il avait été un très bon joueur de football professionnel, puis il était rentré dans la banque où il avait fait carrière jusqu'à être président de la délégation d'une banque, la Bayerische Landesbank. Et Camille, c'était donc un sens de l'humour corrosif. Son premier compagnon a été le greffier en chef de la Chambre des députés. Évidemment, Camille connaissait tout le monde à Luxembourg, tous les hommes politiques. Il avait été un homme politique au niveau local. Il était membre du comité central des pompiers de Luxembourg. Il a failli être président du comité central des pompiers de Luxembourg. C'était un homme politique du parti chrétien-démocrate populaire, un parti donc social-démocrate de droite, celui de Jean-Claude Juncker. Et il avait fait beaucoup de bien dans sa commune et beaucoup de bien autour de lui. C'était quelqu'un de généreux, c'était quelqu'un de gentil, de cultivé et quelqu'un qui était connu pour ses coups de gueule et sa lucidité. Or, lorsqu'il travaillait à la Banque de Bavière, il s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il y avait un attentat terroriste à Luxembourg, dans l'affaire des Bob Leher, qui a été organisée, il y a 10 policiers qui sont inculpés, 9 sont en prison, et Benjamin Gaiben, qui a été la clé, il a travaillé aussi pour Euro Disney, où il a fait des attentats terroristes, et il a fait ses attentats terroristes à Luxembourg, il risque pas loin de 40 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est un type qui a à peu près mon âge, un petit peu plus. Il est homosexuel, et il était complètement nationaliste, et c'est lui qui a initié, en tant que créateur du GIGN luxembourgeois, eh bien, une espèce de stratégie de terrorisation de la population luxembourgeoise en utilisant le matériel psychotronique. Le matériel psychotronique, vous en faites ce que vous voulez.
Au Brésil, les Brésiliens l'utilisent parce qu'ils sont confrontés à les difficultés économiques du Brésil, notamment des trafics qui sont liés à la Chine. Et puis, ils sont liés aussi aux problèmes de racisme qui sont assez récurrents au Brésil. Donc, dans le cadre des enquêtes, il y a beaucoup de délinquance au Brésil. La police brésilienne utilise du matériel psychotronique. Mais je dois dire, il a été utilisé par les policiers brésiliens sur moi. Ça a été fait de manière très digne et qui n'est pas nationaliste et qui ne porte pas atteinte à mes croyances religieuses, à ma dignité, à ma vie sexuelle et à ma famille. C'est pas le cas à Luxembourg. À Luxembourg, le canevas de convention mentale qui est utilisé par la police luxembourgeoise est ouvertement nationaliste. Il se justifie par des statistiques policières, et j'ai pu démontrer dans mes 2 livres que ces statistiques policières étaient fausses, avec 4 grands préjugés. 4 grands préjugés. Le premier, c'est les Juifs sont la cause des malheurs de Luxembourg et il faut détruire les Juifs de Luxembourg, c'est-à-dire où ils partent en Israël, où ils sont apostats. Et ça a été poussé à fond. D'autre part, il faut détruire la franc-maçonnerie. Ils ont détruit la Grande Loge de Luxembourg. Ils ont harcelé tous les francs-maçons du pays. Et ils ont une véritable haine des francs-maçons, tout comme l'avaient les nazis, haine des Juifs, haine des francs-maçons. Et ils n'acceptent que des francs-maçons qui sont impliqués dans les rituels pédophiles et dans les rituels sataniques. Donc si vous êtes un franc-maçon, si vous êtes satanique, si vous êtes pédophile et si vous êtes cannibale, la section psychotronique de Luxembourg favorisait votre vie personnelle. Troisième point, ils étaient ouvertement homophobes. Donc pour eux, un homosexuel devait être un transsexuel. On a eu une vague de transsexualisme incroyable à Luxembourg. Ils ont poussé à organiser des gay pride pour pouvoir ficher tous les homosexuels et tous les sympathisants homosexuels de Luxembourg. C'était un véritable fichage par reconnaissance faciale qui a été organisé à partir du matériel de sécurité de la ville. Et lorsque vous étiez homosexuel, ils vous harcelaient. C'est-à-dire que vous aviez le droit d'être homosexuel si vous étiez avec un luxembourgeois ou avec un étranger, mais l'étranger ne devait pas travailler parce qu'il était votre femme. Voilà. Et donc, soit vous vous mettiez dans le moule qu'il demandait, c'est-à-dire si vous êtes franc-maçon, vous êtes satanique, si vous êtes juif, vous devez apostasier ou partir, si vous êtes homosexuel, vous devez, un des deux ne doit pas travailler, il doit être la femme. Ça a d'ailleurs provoqué la mort d'un des amis de Camille qui a été assassiné par son petit ami Charles, qui est le frère, enfin plutôt le cousin de l'ancienne maire de Luxembourg, ancienne première ministre de Luxembourg, Colette Flush. Son cousin Charles a été assassiné par le service de psychotronique luxembourgeoise qui a provoqué une dispute entre lui et son petit ami. Ils se sont poussés mutuellement, un est tombé dans une rivière, etc. Il est passé par la prison de Luxembourg. Ils ont trouvé rien de mieux que de lui donner toutes les affaires de Charles pour s'habiller là, pour l'enterrer d'un point de vue psychologique, etc. Il y a eu vraiment une volonté de harceler et de détruire les homosexuels de Luxembourg menée par la section psychotronique. Le quatrième groupe qui a été harcelé, c'est les musulmans, qui sont systématiquement harcelés à Luxembourg par la section psychotronique, police ou armée, et notamment en les appliquant systématiquement dans le trafic de drogue. Alors moi, il m'avait un truc assez rigolo que je vais vous raconter, pour pas faire une vidéo trop longue, mais elle est assez rigolote. Et donc, ils ont harcelé tous les musulmans, et ils ont organisé le trafic de drogue en utilisant des musulmans, en particulier albanais. Donc on voit bien que derrière la mentalité que Ben Gaiben et la section psychotronique a impulsée à Luxembourg, on a 4 grandes thématiques du nazisme et aussi de la droite bolsonariste ici nazie. La haine des Juifs et la volonté que tous les Juifs partent en Israël. C'est pour ça que Bolsonaro voulait une capitale du Brésil, une ambassade du Brésil à Jérusalem et était pro-sioniste derrière Donald Trump. Il n'y a pas plus sioniste que Donald Trump. Alors quand les QAnonistes vous disent que Donald Trump est là pour enlever le Mossad de l'État profond, alors que Donald Trump est complètement sioniste, toute sa famille est complètement sioniste, Jared Kushner est complètement sioniste et tous ces gens-là sont liés au judaïsme. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait le judaïsme sioniste auquel on est habitué, ils sont liés à la secte Chabad-Lubavitch. Donald Trump est une marionnette des Chabad-Lubavitch russes, d'où son amitié avec Poutine qui est un Chabad-Lubavitch, et son amitié avec Jair Bolsonaro qui est soutenu par les Chabad-Lubavitch lorsqu'il a reçu le faux coup de couteau et qu'on a dû faire croire qu'il avait été victime d'un attentat. En réalité, il devait être opéré, on lui avait mis pendant 40 minutes où il était enfermé dans sa voiture, on lui avait préparé tout un dispositif de cinéma avec une poche de sang pour faire croire à un coup de couteau. C'est d'ailleurs un ami de son propre fils qui était avec lui dans l'académie de sport qui lui a donné le coup de couteau. Et quand la police l'a interrogé, il a dit que c'était son téléphone qui lui parlait portable, c'était Dieu qui lui parlait à travers son téléphone portable dans sa tête. Voilà. Il parlait de la psychotronique. Et il a eu tout de suite les plus grands avocats du pays. 2 jours après, il y avait une conférence de presse à l'hôpital. Donc ça a été un faux attentat.
comme les faux attentats contre Hitler qui a été monté par le renseignement brésilien pro-Bolsonaro. Donc on a ces 4 tendances, on les a au Brésil: la haine des Juifs, il faut qu'ils soient ou apostats ou sionistes, en tout cas ils doivent dégager. La haine des francs-maçons, Bolsonaro c'est la haine affichée de la franc-maçonnerie. Par contre il s'est fait coincer dans une loge pédosatanique où il a chanté une chanson en faveur de Lucifer et de Satan. Je l'ai mis en ligne. Jair Bolsonaro, c'est une haine absolue des homosexuels, alors qu'il a un fils homosexuel et que Jair Bolsonaro a un profil d'homosexuel refoulé. N'importe quel psychiatre vous le dira, c'est une folle tordue du cul qui a peur de se faire enculer et qui a passé sa vie à être pervers et vicieux, parce que justement, s'il s'était fait enculer, il n'aurait pas été vicieux. Et d'autre part, c'est un islamophobe, mais alors vous ne pouvez pas vous imaginer le degré d'islamophobie de Jair Bolsonaro. Il faut voir ce qu'il a dit pendant les attentats du 11 septembre, puisqu'il voulait faire interdire l'islam au Brésil et il voulait persécuter les musulmans du Brésil parce qu'il était rentré dans la théorie, c'est le 11 septembre, c'est des musulmans, etc., etc. Or maintenant, on sait que les attentats du 11 septembre, c'est l'Arabie Saoudite qui les a organisés avec des complicités aux États-Unis, que Ben Laden n'avait rien à voir, que Saddam Hussein n'avait rien à voir, mais par contre que les amis de Jair Bolsonaro étaient tout à fait liés à ça. On a craint, et moi j'ai été informé par le renseignement brésilien, des attentats terroristes au Brésil avant les élections. Ils avaient prévu de faire sauter des bombes dans le métro à Rio, à Sao Paulo, et un attentat à Brasilia qui ont été déjoués par la police fédérale, qu'ils auraient imputés aux indigènes. Et pour ça, ils avaient recruté un certain Raymond, qui était un spécialiste un artificier spécialiste du dynamitage de bombes, puisqu'il l'avait fait en Irak. C'est pour ça qu'il était impliqué avec ici le parti Podemos d'extrême droite, le policier corrompu de la 42e, Sinclair Melo, son avocat qui fait partie du groupe Podemos. Tout ça, c'est un groupe de pourris, de fraudeurs fiscaux, de trafiquants de drogue, de corrompus, de pédophiles, de mafieux qui sont liés à l'extrême droite nazie et qui ont une véritable obsession pour l'islam. Dans une des dénonciations qu'il a fait contre moi, Réré a dit « c'est un islamiste qui veut mettre des bombes ». Enfin, et c'est un gourou, etc. Il faut voir la dénonciation. Il m'a dénoncé à peu près à toutes les administrations, c'est son avocat qui l'a fait. Il faut voir la nature des dénonciations. On est vraiment dans l'inversion accusatoire. Et c'est sur le point que je voulais venir maintenant. Pourquoi le service de renseignement luxembourgeois a assassiné Camille Colbert? Pourquoi il l'a fait de cette manière-là? Et qu'est-ce que nous enseigne cet assassinat? L'assassinat de Camille Colbert, il a été commandité par le service de psychotronique luxembourgeois avec du matériel psychotronique en mettant sous hypnose Tomasz Gazinski, son ancien employé, son ancien jardinier polonais, qu'ils ont suggestionné. Moi, je l'ai vu, le coup de la hache, je l'ai vu venir bien avant puisqu'il avait suggestionné dans une histoire de hache. Il faut savoir que la hache qui a tué Camille a été achetée par le propre frère de Camille Colbert la veille de l'assassinat, qu'on a les documents et les témoignages du personnel du supermarché qui en témoignent. J'ai moi-même fait une contre-enquête. Or, le monsieur, d'ailleurs, qui est homosexuel, le vendeur qui a vendu la hache, m'a dit « Mais non, mais c'était le frère qui a acheté la hache. » Je l'ai dit au policier, quand je regarde le rapport de police, il n'y a pas de prénom. Ils mettent Monsieur Colbert, parce que l'objectif de Christian Kiefer, qui était commissaire en chef à la police judiciaire de Ham, était de ne pas avoir de problème avec la section psychotronique, qui savait tous les crimes, notamment les vols qu'il avait commis, mais aussi ses liens avec certains réseaux, notamment de trafic de drogue. Et donc l'objectif c'était de protéger Julien Colbert. Or en 2019, l'assassin de Camille Colbert, et je ne l'ai pas rendu public parce que les enquêtes n'étaient pas terminées, et on m'a demandé de ne pas le rendre public, et j'avais signé un accord dès 2015 pour ne pas le rendre public, parce qu'en 2015 les autorités luxembourgeoises ont passé un accord avec moi et savaient très bien que c'était la section psychotronique, que c'était Julien Colbert qui avait commandé l'assassinat et qui avait été suggestionné, qu'il avait été protégé par la police judiciaire, et que Tomasz Gazinski était l'assassin. J'avais publié des choses en 2015, c'était d'ailleurs la fin de Faites entrer l'accusé, dit « Dorénavant, les regards se portent vers la famille Colbert, et en particulier son frère Julien Colbert et le jardinier polonais ». Ça en était resté là. Je m'étais engagé à ne rien publier sur ce sujet avant l'émission de France 2. Et j'ai fait l'émission de France 2 tout simplement parce que dès que je suis sorti de prison, j'ai été harcelé par le renseignement français qui m'a suivi. J'ai été harcelé par le renseignement luxembourgeois. On s'était entendu sur une somme de 1 400 000 € en foi de quoi je gardais intégralement le silence sur toute cette affaire. Or, la police, le service de psychotronique luxembourgeois est intervenu sur le ministère de la Justice pour que je ne reçoive pas cette indemnité-là. Donc on est toujours en tractation sur le montant de l'indemnité. D'autre part, ils ont continué à me harceler.
Donc j'ai fait l'émission de France 2 puisqu'ils ont menacé le personnel de France 2. Moi j'avais dit à France 2, je ne fais pas d'émission. Et ils sont allés tourner à Luxembourg. Et quand ils sont revenus, ils ont été tellement menacés, y compris de mort, par le service de renseignement de l'État luxembourgeois et certains policiers, que, eh bien, quand ils sont revenus, l'équipe de France 2 était ulcérée. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit, écoute, on va passer en force. Voilà tous les documents, voilà tout ce qui s'est passé avec eux, voilà les menaces qu'on a reçues, etc. On va t'interviewer et on sait maintenant la vérité, puisqu'on a été informés, nous aussi, que non, tu es parfaitement innocent et que ça a été monté et par qui. Et on en a marre de se faire manipuler et menacer. Le journaliste en chef de cette émission, il est roumain, il avait connu Ceausescu et les services secrets. Donc moi, j'ai donné 4 heures d'interview. On n'a pas arrêté de se marrer, malgré le côté assez triste de cette affaire. Et puis, j'ai expliqué tout. Et puis, de temps en temps, pour se relâcher, je faisais le con, donc j'imitais le juge. Et c'est Guinée, 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 voilà, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et donc, j'ai imité, vous connaissez mon talent pour faire le con. Et donc, du coup, je m'étais entendu avec France 2 de présenter les choses d'un point de vue humoristique pour que ça puisse passer du deuxième degré, ou voire me faire passer pour fou. C'est le premier signal que j'ai envoyé à Luxembourg, aux autorités luxembourgeoises. Si vous ne me donnez pas ce que vous m'avez promis, et si je continue à être harcelé, je dirai tout. Donc, ils n'ont pas tenu parole. J'ai publié un premier livre. Puis, ils ont continué à me harceler, notamment en instrumentalisant mon ex-mari. Mon ex-mari a été suggestionné pour me faire du mal. Il a été reçu au consulat de France, ici à Rio de Janeiro, et le service de renseignement luxembourgeois et français m'ont demandé de me contaminer du HIV, de me faire les poches et de me rentrer en procédure en m'accusant de tout et n'importe quoi. Il a été payé pour ça. Rendez-vous au tribunal pour lui le 17 novembre. On va bien voir comment ça va se passer parce qu'il est sous une plainte de ma part qu'on appelle une notitia criminalis pour tentative d'assassinat et j'espère bien l'envoyer en prison au moins pour 5 ans. Voilà. Et obtenir de lui qu'il me rembourse ce qu'il m'a volé et ce qu'il a volé à ma famille. On verra. De toute façon, le juge est au courant de tout. Évidemment, Raymond est allé le contacter, est intervenu sur ça. J'ai eu une lettre de dénonciation calomnieuse auprès de la police fédérale avec un beaucoup monté par les réseaux de pédophiles. Et je dois dire, obrigado, José Augusto Rodrigues de Miranda. Você se fez totalmente foder pelo consulado e o consul da França. Ele te manipularam, eles te falaram monte de promessas, mas você fez denúncias caluniosas e você tentou me matar. E você me assediou, e por isso acho que você vai ter uma muito boa surpresa e não vai acontecer exatamente todas essas promessas dos malucos que se aproveitam de uma pessoa esquizofrena, doente e sem nenhuma moralidade como você. Eh oui, et ça c'est la vérité, c'est pas des insultes. Isso são ofendas públicas, e você que faz ofendas públicas, e você que me ofenda publicando ofendas contra mim, e você que publica seu mesmo ofendas contra você utilizando meu login como meu material. Nós vamos conversar de tudo isso uma outra vez, querido. Donc voilà, donc tout a été fait pour me détruire, donc pour me venger. J'ai publié un deuxième livre qui s'appelle Torture psychotronique au goulag de Chrasich. Ils ont continué à me harceler, ils m'ont toujours pas donné tout ce qu'ils m'avaient promis, la somme a été revue à la baisse, et puis etc. J'ai dû m'enquiller mes frais de santé alors qu'ils devraient être à la charge de l'État luxembourgeois. J'ai dépensé presque 150 000 € pour mon cancer, qui normalement devrait être à la charge de l'État luxembourgeois. L'État luxembourgeois, c'est un menteur, c'est un voleur et un assassin. Il n'y a pas une personne dans l'administration luxembourgeoise qui ne soit pas un menteur, un voleur et un assassin, et ces gens-là sont sans parole, sans dignité, sans confiance, et on ne peut pas leur donner sa confiance, et sans aucune dignité. Et je vous expliquerai après pourquoi la mort de Kani vous éclaire sur ce qui va se passer à Luxembourg. Inch'Allah. Donc, ce cirque a continué à Luxembourg et ils ont continué à me harceler ici jusqu'à payer le délégué de la 42e DP, le commissaire en chef pour me harceler. Il y a eu un harcèlement avec Muriel, tout ça, vous connaissez toute cette histoire, vous l'avez suivi, dans le cadre de l'opération de police Éco-Village, parce que moi j'ai fait l'Éco-Village très sincèrement, de bon cœur, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, etc. Et on continue. Par contre, pour eux, c'était une opération de police. Ce qu'ils essayaient, c'était de m'arnaquer en voulant me faire passer pour un arnaqueur. Voilà. Parce qu'il y a eu des arnaques à l'éco-village et ce qu'ils essayaient de faire, eh bien, c'est de jouer sur ma corde sensible, d'aimer les gens, de vouloir les sauver, les aider, etc. En utilisant ma bonté comme un point faible. Parce que chez eux, leur point fort, c'est qu'ils n'ont aucune bonté. Ce sont des gens qui sont des criminels
endurcis, des gens qui n'ont aucun cœur, qui ne connaissent même pas la signification du mot bonté et qui ne savent même pas, qui n'arrivent même plus à concevoir ce qu'est d'être libre, tellement ils sont les esclaves de leurs instincts de nazis, de Bosch, d'édomites, avec leur sorcellerie khazare électromagnétique à la clé. Et donc, j'ai décidé de publier un troisième livre qui s'appelle, pour me venger, qui s'appelle Luxembourg de la monarchie à l'ignominie, qui vous explique l'intégralité du système luxembourgeois, les conventions mentales qui sont pathétiques, qui sont pratiquées par la police luxembourgeoise, qui va détruire tout leur système de conventions mentales. Je vous rassure, ça le détruira auprès de pas grand monde, parce que les grands mafieux, ils sont liés à eux, et ils savent très bien comment ça fonctionne, ils ont du matériel de protection. C'est juste la petite délinquance qu'ils utilisent au quotidien pour terroriser les luxembourgeois qui pourraient en profiter, et encore, je pense pas qu'elle en ait les capacités intellectuelles. Le fait est, ce que je veux surtout, c'est les humilier, parce que la première chose que vous puissiez faire avec des luxembourgeois, c'est de les humilier. Parce que l'arrogance de la police luxembourgeoise, l'arrogance du service de renseignement luxembourgeois, l'arrogance de l'armée luxembourgeoise et l'arrogance de l'État luxembourgeois méritent une humiliation à la taille de leur arrogance babélienne. Quant à la façon dont Luxembourg, au final, va complètement se faire baiser, parce que Luxembourg, c'est vraiment, la population luxembourgeoise s'est fait baiser par sa police, s'est fait baiser par son armée, s'est fait baiser par son service de renseignement, et s'est fait baiser par le nouvel ordre mondial. Les Luxembourgeois se sont fait complètement baiser par le forum de Davos. Ce pays va être rayé de la carte, les Luxembourgeois vont pratiquement disparaître. C'est pour ça que moi j'ai proposé à plusieurs Luxembourgeois que je connais de partir dans des lieux en sécurité ou de venir ici. Vous voyez à quel point j'ai grand cœur, contrairement aux Luxembourgeois qui veulent, l'armée et la police luxembourgeoise qui veulent les maintenir là pour être sûr qu'ils soient exterminés et qui pensent avoir passé un pacte avec la Russie. Or les plans de la Russie, moi je les connais depuis longtemps pour en avoir parlé avec l'ambassadeur de Russie et avec le conseiller principal de l'ambassade de Russie il y a des années à Luxembourg, qui était mon ami, qui était d'ailleurs un des conseillers de Vladimir Poutine sur les questions de l'Union européenne. On a beaucoup discuté ensemble. Je veux dire que moi, j'ai beaucoup fréquenté les milieux russophones et russophiles à Luxembourg et en France. J'ai trouvé des gens remarquables au service de la Russie. Par contre, la Russie est nationaliste. Vladimir Poutine est porté par les juifs Lubavitch, c'est un nationaliste. Et il est là pour amener l'Église orthodoxe et les Russes à leur destruction. C'est le programme des Lubavitch d'ailleurs, qui est de détruire les orthodoxes, tout comme le programme des sionistes est de détruire les juifs, le programme des Lubavitch est de détruire les édomites. On a là l'opposition de la Russie aux États-Unis, c'est une opposition de façade. En réalité, les États-Unis, c'est des édomites qui manipulent des juifs sionistes, et la Russie, c'est des juifs Lubavitch qui manipulent des édomites orthodoxes. Et tout ça va créer la Troisième Guerre mondiale, tout ça va s'affronter, la Russie va disparaître et tout le bloc de l'Est et des BRICS, et de l'autre côté, les États-Unis vont ensuite disparaître et tout le bloc de l'OTAN. Et qui c'est qui revient? C'est nous, avec le Machar, le grand pape, le grand monarque et le Mahdi. C'est-à-dire qu'on va avoir un strike de psychopathes khazaro-édomites hors pair dans les années à venir. C'est ce qu'on appelle le châtiment, ou le tri de l'humanité, où l'humanité va être châtiée. On va se débarrasser des Khazars et des Édomites et des gens qui les ont suivis. Si vous êtes capable de gober le Big Pharma des Khazars, et si vous êtes capable de gober les directives du lobby militaro-industriel édomite, c'est que vous êtes complètement le cerveau lavé par les Khazaro-édomites du système bancaire. Donc Camille Colbert, lui, il avait découvert tout ça, on en discutait beaucoup ensemble. Moi, il y a beaucoup de choses que je sais, que j'ai appris par Camille. J'ai appris des choses à Camille, Camille m'a appris des choses. Tous les deux, on était comme deux larrons en foire, hein, quand on discutait de politique, de géopolitique, etc. Camille avait travaillé au Crédit International, ça avait les transferts de fonds des Rothschild vers l'URSS pour alimenter l'effort de guerre. L'URSS et notamment l'armement atomique, les transferts d'ordinateurs, des technologies organisés par les Rockefeller et les Rothschild pour soutenir l'URSS contre le monde occidental. Ils ont toujours soutenu les deux camps. Les échanges aussi de personnel diplomatique de haut rang soviétique et américain. Les Américains allaient chez les Soviétiques allaient chez les Américains. Et pendant ce temps-là, les peuples finançaient les efforts atomiques et avaient toute la pollution atomique, notamment générée par l'armée française en France, qui est le premier pollueur atomique de France et chimique et environnemental, bien avant EDF, une quelconque industrie. Le premier pollueur de France, c'est l'armée. Pollueur chimique et pollueur atomique et pollueur génétique, c'est l'armée française, l'armée de la République, devrait-on dire, qui est le premier pollueur et la première chose qu'on doit détruire si on veut sauver cette planète, c'est l'armée française. Vous inquiétez pas, c'est pour bientôt. Voilà. Donc Camille et moi, on s'entendait très bien, on s'expliquait ces choses-là, l'un l'autre, etc. On avait la même vision des choses.
Et on était tous les deux dans le collimateur du renseignement luxembourgeois. Moi pour connaître la psychotronique, Camille aussi, on en discutait tous les jours, on savait comment ça fonctionnait, etc. On se protégeait. Et puis Camille, à un moment, ils sont arrivés un peu à le hacker. Ils l'ont hacké de la même façon qu'ils sont arrivés à me hacker moi, c'était en le droguant avec de la cocaïne. Son frère a drogué Camille à la cocaïne. D'ailleurs, la nuit où il est mort, son corps était rempli de cocaïne. Donc c'est bien son frère qui l'a rempli de cocaïne. On devrait aussi interroger son nouveau petit ami qui a tenu des propos absolument invraisemblables, du genre ah ben c'est bien que vous alliez arrêter Stéphane même s'il est innocent, parce que si vous étiez venu chez moi, vous auriez trouvé plein de sang de Camille dans ma douche. Voilà. Bon, je peux pas vous dire tout, mais je sais exactement ce qui s'est passé dans le détail avec Julien Colbert, avec le petit ami et avec Tomasz Kaczynski. En réalité, ils ont essayé de faire porter le chapeau au petit ami aussi. Voilà. Une fois que tout sera bien éclairci, que le ministre de la Défense luxembourgeois sera en prison pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État, je ne le fais pas dans ce livre-là, mais je le ferai dans un 4e livre où j'expliquerai l'intégralité de l'affaire dans le détail, ce qui s'est passé au Brésil. Pour l'instant, dans ce livre-là, je vous explique le contexte général, ce qui s'est passé à Luxembourg, avec la section psychotronique, etc., les conventions mentales et le temps présent. J'écrirai un 4e livre l'année prochaine, très certainement, qui vous expliquera dans le détail ce qui s'est passé à Luxembourg. Pour ça, il faut que j'attende la chute de Jair Bolsonaro, la chute du ministre de la Défense luxembourgeois, et puis qu'il y a un certain nombre de personnes qui tombent, y compris dans mon entourage, parce qu'il y a des gens dans mon entourage qui ne sont pas encore tombés, voilà, qui vont tomber, qui ont le profil de toute façon nazi. Voilà. Donc la mort de Camille Colbert, elle nous enseigne une chose, et c'est ce que je vais vous dire après une petite coupure. La section psychotronique de Luxembourg, lorsqu'elle a assassiné Camille Colbert, elle avait voulu croire que c'était moi. Et pour faire croire que c'était moi, elle avait organisé tout un rituel, parce que leur scénario, c'est un gourou fou, sataniste, qui en a appris les pédophiles, qui a découvert que Camille aurait été pédophile. Il n'a jamais été pédophile, Camille, de toute sa vie. Hein. Il a eu à un moment une relation avec un mineur, mais il avait plus de 16 ans. Il avait 17 ans à l'époque, il était à quelques mois de son anniversaire, c'était un court moment, quelques mois, et ça arrive de tomber amoureux d'un mineur d'âge de 17 ans, c'est pas pour ça que ça fait de vous un pédophile. Pédophile, c'est en dessous de 14 ans, hein Raymond, hein Jérémy, voilà. 13 ans, bravo Jérémy, 5 ans, bravo Raymond. Voilà, donc il n'était pas pédophile, il l'a jamais été, il avait ça il détestait ce genre de choses, il n'était pas satanique, c'était un très très bon chrétien. Or, ils ont voulu faire croire que j'étais un gourou conspirationniste en état hallucinatoire qui a tué Camille pour avoir découvert qu'il aurait été pédophile, qu'il était sataniste, etc. Donc ils ont tout organisé tout un rituel pédophile et satanique, avec pédophile écrit avec un F. Il faut savoir qu'en luxembourgeois, il n'y a pas d'orthographe. Hein. Donc on écrit les mots comme on veut. Et puis des croix inversées. Alors ce qui est marrant, c'est que Julien Colbert, qui a organisé lui-même les rituels, et que ces rituels, ils ont été suggestionnés par la police luxembourgeoise, et il les a fait avec Tomasz Kaczynski à partir de petits événements qu'il y a eu entre Camille et moi. Voilà. Donc ils ont organisé tous ces rituels qui montrent tout à fait la mentalité de la police luxembourgeoise et de comment Julien Colbert me voyait, le gourou satanique, etc., qui en a appris les pédophiles, parce que Julien Colbert est un pédophile, un abuseur de minettes, et était impliqué dans le trafic de drogue dans le restaurant où il travaillait, que ce soit dans le Sling ou à Luxembourgville. Il y a une espèce de grande place où se fait les fêtes. Il avait un restaurant là, il était impliqué dans le trafic de drogue. Le rituel, il était organisé pour faire croire Pascal a fait un meurtre au premier degré, c'est un gourou sataniste fou. Donc ils ont piqué ma brosse à dents chez moi, ils l'ont mis dans la table de nuit de Camille pour faire croire que j'avais dormi là. Ils ont organisé tout un rituel. Et quand la police est arrivée, Christian Kiefer, d'abord tout le village était rentré et sorti de la maison, c'était un moulin, même dans la pièce du crime, la police a très mal fait son travail. Ensuite, on a plein de relevés d'empreintes qui ont été faits, mais les numéros se suivent pas. Normalement, vous prenez un bloc de relevés d'empreintes, les numéros se suivent. Là, c'était pris de manière aléatoire, il manquait des numéros, etc. Donc on sait que ça a été trafiqué dès le début. Il y a eu beaucoup de matériel qui a été amené, mais où le matériel était en panne, le matériel a été mal utilisé, donc il y a une très grande incompétence volontaire de la section criminelle. C'est une section qui normalement est assez compétente, même plutôt compétente, qui a du très bon matériel, des très bonnes formations. Et ils ont tous été virés, les 6. Tout simplement parce que dès le début, Christian Kiefer, qui travaillait avec ce groupe des bomblayeurs, parce que c'est un ancien de la gendarmerie et des sections de choc de la gendarmerie et de la police,
eh bien, il avait été payé dans le cadre de cette affaire. Il a reçu beaucoup d'argent de Julien Colbert. Il s'est d'ailleurs acheté un magnifique coupé cabriolet Audi dès le lendemain de l'affaire. Le soir même, il avait déjà reçu de l'argent de Julien Colbert. Et Julien Colbert a expliqué tous les rituels en disant c'est lui qui l'a fait, voilà pourquoi. Sauf que, en réalité, il fallait avoir une case en moins de luxembourgeois pour croire ce genre de choses. Et le juge d'instruction s'est posé une question. Pourquoi Pascal assassinerait Camille en donnant toutes les preuves que c'est lui? Alors la réponse des policiers, il est fou. Voilà. D'où la raison, l'expertise psychiatrique. Et l'expertise psychiatrique a dit que j'étais pas du tout fou, que j'avais même des compétences intellectuelles et logiques au-dessus de la moyenne. Voilà. Pareil pour Jérémy et pareil pour Charles, disant qu'il était extrêmement logique, c'était quelqu'un de simple, de basique, et que voilà, et qu'il n'y avait rien dans son profil qui montrait ce genre de tendance. Pareil pour Jérémy. Jérémy avait des petites tendances schizophréniques, mais sans plus. Quant à moi, j'étais nickel d'un point de vue psychologique, avec des capacités au-dessus de la moyenne. Notamment logique. Ce qui n'était pas le cas de la police luxembourgeoise, parce qu'au niveau logique, au niveau de la schizophrénie et des capacités mentales, quand vous voyez les gens qui recrutent pour la sélection psychotronique, ils recrutent des schizophrènes, des illogiques et des ravagés du cerveau qui ont à peu près 90 de QI, quand c'est pas 85. Donc ça vous donne à peu près pourquoi ça fonctionne pas la psychotronique à Luxembourg. Ça a donné ces résultats parce qu'ils ont pris des débiles profonds, des tarés, des fils d'alcooliques, de bons à rien. Voilà, je vous ai déjà expliqué que c'est la poubelle génétique de Luxembourg, c'est la sélection psychotronique. Voilà, et l'armée, dans l'armée comme la police, c'est les bons à rien qui sont là, et sauf à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire du nazisme. C'est ce qu'on appelle les chiens jaunes du nazisme, c'est ces petits miliciens du nazisme. Eux, c'est les petits miliciens de la police luxembourgeoise et de l'armée luxembourgeoise. C'est les ratés, les rats d'égout, nationalistes, petits blancs, suprémacistes, qui ont peur de se faire enculer, parce qu'ils ont tous des profils d'homosexuels refoulés, et qui sont en bas de l'échelle sociale, et qui ont une peur bleue des migrants, parce que sur le marché du travail, ils valent rien, et qui sont dans cette réserve d'Indiens qui s'appelle la fonction publique luxembourgeoise, en particulier la police et l'armée. On prend les plus ravagés du cerveau, les plus bons à rien, les plus débiles et les plus abrutis du pays. Voilà. Ceux qui sont très gentils, on les met à la prison, et mous et doux. Et ils sont très bien, les gardiens de prison à Luxembourg. Quant à là, c'est des débiles de service, et je ne parle pas des noirs, parce que alors les en uniforme noirs, c'est les plus gros tarés de Luxembourg qui sont là. Eux, ils vont se faire fumer par les Russes. Vous aurez un cadavre de noir, un cadavre de bleu, un cadavre de vert sur le boulevard Royal. La population ira marcher dessus pour être contente de s'être débarrassée de ces raclures de chiottes de la nazie, des domites. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens très bien, je dis encore, dans l'administration, dans l'État, etc. C'est vraiment une gangrène édomito-khazare qu'il y a à l'intérieur de l'administration. Donc Camille, il a dénoncé tout ça avec moi. Et puis, eh bien, comme j'étais à 1400 km aller-retour, ça n'a pas marché. Le meurtre au premier degré, ça n'a pas marché. On voit bien que ça ne marche pas. Comme dirait Ré du QAnon, le nazi pédophile. Et donc, ils sont passés à une deuxième hypothèse. Charles-Édouard a tué Camille. C'est Jérémy qui lui a demandé. Et Jérémy lui a demandé parce qu'il l'a fait pour protéger Pascal ou parce que Pascal lui aurait demandé. Voilà. Or, Jérémy n'avait rien du tout demandé à Charles. Ce qui avait été, j'avais des pneus de ma voiture qui étaient crevés, j'avais reçu des menaces de mort au travail, les pneus de ma voiture étaient crevés, j'étais suivi, etc. Et comme Charles, il avait travaillé comme détective privé et qu'il était un ancien employé électricien de Jérémy, Jérémy lui a demandé de surveiller ma voiture et il a planqué, il a surveillé ma voiture et il a surveillé Camille. Pendant 2 jours. Donc l'opération de surveillance de ma voiture a montré que c'était Julien Colbert qui crevait les pneus de ma voiture, et l'opération de surveillance de Camille, et il a pris contact avec lui pour acheter des bibles, etc., parce que lui-même collectionnait des bibles. Eh bien, il a trouvé que Camille était super sympa, Camille a ouvert son cœur, lui a dit beaucoup de choses, et il lui a dit beaucoup de bien de moi. Donc voilà. Donc ça a été tourné. Ce que voulait la police luxembourgeoise, c'est qu'il y ait des empreintes de Charles, évidemment chez Camille. Grâce à Dieu, il n'y en a pas eu. Charles a été très sincère, il a dit la vérité. Matériellement, il ne pouvait pas faire l'aller-retour et tuer Camille dans une maison qu'il ne connaissait pas avec son profil psychologique. Il n'y avait rien qui collait quant à Charles. Donc tout ça, eh bien, il a fallu 4 ans pour arriver à démasquer ce deuxième complot de la section psychotronique. Après Pascal le meurtrier au premier degré, Pascal le commanditaire d'un assassinat, ils ont essayé par tous les moyens de me convaincre que Jérémy l'avait fait. Alors moi, je suis un sceptique par nature, donc je leur ai dit, apportez-moi des preuves que Jérémy l'aurait fait. Eh bien, quand je suis passé à la police judiciaire, ils m'ont amené dans une petite salle qui n'est pas écoutée, qui n'est pas sous psychotronique. Ça a été relevé par le parquet de Luxembourg lui-même dans le jugement d'appel. Et ils m'ont montré des fausses vidéos et des faux enregistrements audio trafiqués avec, sans doute c'est une technologie qui utilise votre voix et des images
modifié. Et ils m'ont fait croire que c'était le cas, jusqu'à me montrer des images de Charles à l'intérieur de la maison de Camille et me faire croire que c'était Charles, c'était un homme en noir. Ils m'ont dit voilà, c'est Charles, etc. Ils ont essayé de me convaincre que c'était Jérémie. Leur objectif, c'était que moi, j'accuse Jérémie, et que Jérémie dise oui, mais moi, c'est Pascal qui m'aurait demandé de le faire. Or, moi, j'ai jamais rien demandé de tel à Jérémie. Jérémie n'a jamais rien demandé de tel à Charles. Et donc, tout l'accent a été mis sur moi. Ils m'ont irradié pour augmenter mon cancer de l'anus qui avait commencé, du rectum qui avait commencé en prison. Et régulièrement, on m'a amené à l'hôpital pour faire un scanner, donc ils savaient parfaitement mon état de santé. La police luxembourgeoise a essayé de m'assassiner par le cancer en prison. Et ma nourriture était bourrée de graphène, etc. Et j'étais suggestionné du matin au soir. J'ai même fait un AVC lorsque j'étais en prison. Le fait est, c'est que je récupère très vite. J'ai eu tout un côté paralysé et engourdi. Ça a duré toute la nuit jusqu'au lendemain matin. À l'ouverture des portes, j'ai fait signe que je voulais rester au lit. Les gardiens se sont pas occupés de moi. Et puis ce jour-là, c'est un Marocain qui m'a aidé. Puis avec le Reiki, etc., j'ai récupéré assez vite. De temps en temps, j'ai encore des douleurs du côté droit. J'ai bien fait un AVC en prison. J'ai demandé au gardien de voir le médecin. On m'a donné rendez-vous le mardi d'après. Et là, on m'a donné de l'aspirine. Donc j'accuse la police luxembourgeoise d'avoir essayé de m'assassiner en prison, en particulier Christian Kiefer, et je les accuse de la prison luxembourgeoise de mauvais traitements, de torture et de tentative d'homicide, et je mets en cause la responsabilité du directeur de la prison, qui est un ancien maoïste d'ailleurs, qui avait fait 1068, qui avait voulu foutre le feu à la bibliothèque de Luxembourg, figurez-vous. Voilà. De toute façon, Luxembourg, c'est vraiment, les gens qui travaillent dans le milieu répressif, c'est vraiment les déchets du pays, il faut bien le dire. Et ils ont été recrutés là pour ça. Il y a des gens bien, je reconnais. Mais il y a quand même un problème avec la police, l'armée, les services secrets et le système judiciaire et carcéral luxembourgeois. Voilà. D'abord, il n'y a pas foule pour y travailler non plus. Voilà. Donc on recrute des profils plutôt bas. Je rappelle que Prosper Kahn, qui m'avait condamné à perpétuité en première instance, n'a aucun diplôme de droit. C'est-à-dire qu'il a été inscrit comme auditeur libre pendant 3 ans dans une université belge. Et il a passé un concours avec 100 questions type, qui était un oral de droit, qui lui a permis d'être déclaré titulaire d'une maîtrise en droit, qui lui a permis d'être juge. Voilà. D'ailleurs, quand on voit son niveau de maîtrise de code de procédure pénale après toute une carrière du code pénal, on est pantois, parce que mon procès a attiré l'attention de Amnesty International, de Human Rights Watch, parce que la façon dont j'ai été traité pendant les 5 semaines d'audience est un crime extrêmement grave, est un déni de droit. J'ai été bâillonné, on m'a attrapé les bras, les mains, les pieds, même quand j'étais à la barre, on m'a mis des cagoules sur la tête, on m'a mis un collier de chien avec une barre comme ça lors des transferts, etc. J'ai été traité de la manière la plus insultante possible. Grâce à Dieu, je suis pas orgueilleux. Je pense être quelqu'un de humble. Je pourrais me la péter, je me la pète pas. Enfin, l'humilité, c'est la qualité qu'on a perdue une fois qu'on croit l'avoir. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas affecté parce que j'ai pensé à tout ce qu'avait souffert Jésus. Et Jésus a dit, ils vous feront ce qu'ils m'ont fait. Et je sentais vraiment la présence de Jésus autour de moi et en moi dans toutes ces épreuves. Et je pensais en permanence à tout ce qu'a vécu Jésus, parce que comme lui, j'ai subi des accusations, j'ai subi un procès inique, j'ai subi des tortures, j'ai subi une crucifixion publique avec des maltraitances à base de micro-ondes et de son. Et puis ensuite, comme Jésus, j'ai pu ressusciter et retrouver ma vie normale. Voilà. Je ne suis pas complètement guéri de mon cancer, il y en a encore plein de séquelles, etc. C'est pas toujours très facile. Je suis très souriant à l'antenne, c'est pas toujours très facile pour moi et les personnes qui vivent avec moi au quotidien. Ils me voient souffrir au quotidien. C'est une souffrance au quotidien d'avoir une colostomie et puis d'avoir ce que j'ai. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, je trouve que Dieu m'a beaucoup protégé. C'est surtout la présence de Jésus que je sentais, tout ce qu'il avait vécu, ça me donnait beaucoup de foi et beaucoup de courage. Je pense qu'on passera tous par ça un jour ou l'autre, parce que comme moi, vous avez en face de vous la même bande de cinglés, de nazis. Ça s'appelle la Schwabstica maintenant, mais ça n'a pas changé. Et Luxembourg, de toute façon, est le laboratoire du Forum de Davos. La troisième version maintenant, qui a justifié l'opération de police avec l'éco-village que j'ai subi ici au Brésil, c'est que la section psychotronique avait convaincu le ministre de la Justice que j'attentais à la sécurité nationale et qu'en réalité, oui, ils admettaient
depuis l'arrestation en 2019 de Thomas Gadzinski que c'était eux qui avaient suggestionné, mais ils ont dit on l'a fait parce que c'est Tréfingui qui nous a suggestionné. Donc toujours l'inversion accusatoire. La section psychotronique, elle dit que la section psychotronique elle-même a avoué avoir assassiné Camille Colbert et ils ont dit qu'ils l'avaient fait et qu'ils avaient commandité toutes ces affaires, réalisé tout ça pour moi parce que c'est moi qui les aurais suggestionnés. Et le ministre de la Défense, qui est un pédophile, un toxicomane, un corrompu, alors je veux dire François Bosch c'est une ordure, il faut bien expliquer, c'est une pourriture au service de la Russie, c'est un nationaliste steinérien et fasciste, a donné l'autorisation de m'assassiner parce que pour lui, j'aurais suggestionné la section psychotronique luxembourgeoise. Et le truc de Pascal le suggestionneur, on le retrouve tout le temps. C'est-à-dire, ils passent leur temps à suggestionner les personnes dans mon entourage, mais par inversion accusatoire, c'est devenu Pascal le suggestionneur. Voilà, c'est toujours la même chose avec Satan. Satan vous accuse toujours des crimes que lui a fait. En réalité, l'accusation de Iblis, de Lucifer contre l'homme, eh bien en réalité, le fouteur de bordel, c'est certainement pas l'être humain. Le fouteur de bordel, c'est Iblis. Et le plus grand voyou, le plus grand délinquant, c'est l'État luxembourgeois. Et son petit personnel bas de gamme dans le système répressif. Et le plus grand fouteur de bordel, donc c'est lui. Ce sont des menteurs, des voleurs et des assassins. Mais ils ne l'assumeront jamais parce qu'ils veulent se présenter en ministre de la justice et en prince de la lumière. Et en réalité, tout ne fonctionne avec eux que sur l'inversion accusatoire. Et moi, je leur renverse cette inversion accusatoire. La façon dont vous avez tué Camille Colbert dès qu'un rituel satanique que vous avez organisé, vous, les policiers et les militaires luxembourgeois, parce que vous vouliez éloigner de vous ce qui sera votre fin. Parce que comme Camille Colbert, vous vous ferez égorger, comme Camille Colbert, vous vous ferez dépouiller alors que votre cadavre sera encore chaud, comme Camille Colbert, votre pays sera rasé, et comme Camille Colbert, d'autres habiteront sur vos terres, et comme dans l'affaire de Camille Colbert, eh bien à la fin, vous serez démasqués comme étant des auxiliaires des forces sataniques qui utilisent aussi bien la Russie que les États-Unis pour détruire l'humanité. Vous allez vous-même à votre propre châtiment et il sera à la hauteur de ce que vous avez fait à notre pauvre, cher, tendre et ami Camille Colbert. Que la malédiction de Dieu soit sur la police, l'armée et le service de renseignement et l'État luxembourgeois en général. La coupe de la colère de Dieu est pleine et vous en boirez le vin jusqu'à la lie